Ma femme se tenait au tribunal, m'a pointé du doigt et a dit à la juge que cet homme était un moins que rien sans valeur qui n'a jamais rien fait d'important. 3 secondes plus tard, la juge a enlevé ses lunettes et l'avocate de ma femme n'a soudainement plus pu dire un mot. Mon mari n'est pas seulement un échec, votre honneur. C'est le genre d'homme qui pourrait disparaître demain, et la seule chose que ce pays perdrait serait une autre chaise vide. Victoria Brox m'a pointé du doigt en disant cela. Puis elle a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire ému. C'était le rire satisfait de quelqu'un qui croyait avoir enfin trouvé le public parfait pour humilier l'homme qu'elle avait passé 27 ans à mépriser. Il s'est caché dans des laboratoires toute sa vie pendant que je construisais notre famille, notre réputation et toutes les relations qui comptaient vraiment. Personne ne le connaît. Personne ne se souvient de lui. Et quand ce divorce sera terminé, personne ne s'en souviendra jamais. J'ai entendu quelqu'un dans la galerie murmurer qu'elle avait probablement raison. Une autre personne a gloussé. Rebecca Lawson, l'avocate de Victoria, a lentement fermé son dossier juridique, convaincue que la matinée s'était déjà déroulée exactement comme prévu. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas baissé la tête. Je n'ai même pas regardé ma femme. J'ai simplement observé la juge. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que ces 3 secondes suivantes ont divisé ma vie en 2 chapitres complètement différents. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi vous demander une faveur. S'il vous plaît, avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous écoutez aujourd'hui. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que les personnes qui nous comprennent le moins sont parfois celles qui nous sont les plus proches. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment une phrase a presque détruit tout le dossier de mon ex-femme. La juge Eleanor Hastings a lentement retiré ses lunettes et les a posées sur le banc avec un soin extraordinaire. La salle d'audience, bruyante un instant plus tôt, est devenue complètement silencieuse. Elle ne fixait plus Victoria. Elle regardait directement Rebecca Lawson. « Maître, dit-elle d'une voix calme. Êtes-vous absolument certaine que votre cliente souhaite que ces mots exacts restent dans la transcription officielle du tribunal ?» Rebecca a froncé les sourcils, clairement confuse. « Votre honneur, je ne suis pas sûr de comprendre. » La juge Hastings a hoché la tête une fois. « Je demande parce qu'une fois qu'un témoignage est inscrit dans le dossier fédéral, il devient une partie de l'histoire. L'histoire a l'habitude de mettre dans l'embarras les gens qui parlent avant de faire leur devoir. » Victoria a croisé les bras et a répondu avant que son avocate ne le puisse. « Je maintiens chaque mot. » La juge a tourné une autre page de son bloc-notes. « Très bien. » Elle a de nouveau regardé Rebecca. « Alors permettez-moi de poser une question plus simple. » Rebecca s'est redressée avec confiance. « Bien sûr. » La juge Hastings s'est légèrement penchée en avant. « Avant de déposer cette requête, avez-vous effectué des recherches indépendantes sur le docteur Nathan Brox lui-même? » Oui, votre honneur, a répondu immédiatement Rebecca. Nous avons examiné les déclarations financières, les registres de propriété, les comptes d'investissement, et ce n'était pas ma question. L'interruption était calme, mais elle a tranché la pièce comme une lame. Je n'ai pas demandé si vous aviez fait des recherches sur ses actifs. J'ai demandé si vous aviez fait des recherches sur l'homme. Rebecca a hésité pour la première fois de la matinée. Nous avons examiné tout ce qui est pertinent pour cette procédure. La juge Hastings l'a observé une seconde de plus avant de poser la question qui a arrêté toutes les conversations dans la salle d'audience. Maître, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des milliers d'ingénieurs aérospatiaux connaissent l'intimé de nom alors que presque personne en dehors de leur profession ne le connaît? Rebecca n'a rien dit. Victoria regardait de la juge à son avocate, attendant une réponse qui n'est jamais venue. La juge Hastings a appuyé sur un bouton du microphone du banc. Le tribunal prend une suspension de 15 minutes. Des voix confuses ont immédiatement rempli la salle. Avant que quiconque ne puisse se lever, la juge a ajouté une dernière phrase. Mademoiselle Lawson, je vous recommande vivement de passer ces 15 minutes à découvrir qui est réellement le docteur Brox. Je crois que vous trouverez le témoignage d'aujourd'hui considérablement plus compliqué par la suite. Son marteau a frappé une fois. Rebecca a ouvert son ordinateur portable avec la confiance désinvolte de qui était Nathan Brox avant que la femme la plus proche de lui ne décide qu'il n'était personne du tout. Pour répondre à cela, je dois vous ramener 27 ans en arrière. Au soir où une courtière en immobilier confiante a rencontré un ingénieur aérospatial douloureusement silencieux et a commis la seule erreur qui allait finalement lui coûter tout.
J'ai rencontré Victoria Brox un soir d'octobre, 27 ans avant que cette salle d'audience n'existe dans nos vies. J'avais été invité à une réception de collecte de fonds au National Air and Space Museum après avoir terminé une revue de conception structurelle pour un sous-traitant de la National Aeronautics and Space Administration près de Washington, District of Columbia. J'ai failli ne pas y aller. Les grands événements sociaux m'épuisaient d'une manière que les réunions d'ingénierie de 14 heures ne faisaient jamais. Donnez-moi une salle pleine d'équations, de calculs de charges et de défaillances de conception, et je pourrais parler pendant des heures. Mettez-moi devant une table d'inconnus tenant des verres de vin, et je commençais immédiatement à chercher la sortie la plus proche. Victoria était tout le contraire. Elle entrait dans chaque pièce comme si elle y avait déjà sa place. En quelques minutes, elle connaissait le nom, la carrière et l'histoire personnelle de chacun. Elle vendait de l'immobilier de luxe à des cadres, des athlètes et des politiciens. Et elle possédait une capacité extraordinaire à faire en sorte que chaque personne se sente comme si elle était la conversation la plus importante qu'elle aurait de toute la soirée. Quand quelqu'un nous a présenté, elle a souri et a demandé ce que je faisais dans la vie. « Je suis un ingénieur aérospatial », ai-je répondu. « Ça a l'air impressionnant », a-t-elle ri. « Que construisez-vous réellement ?» J'ai passé près de 2 minutes à essayer d'expliquer l'analyse structurelle pour les engins spatiaux. Elle a écouté poliment avant de sourire à nouveau. « Donc, vous êtes en gros la personne qui s'assure que rien ne s'effondre. » J'ai hoché la tête. « Quelque chose comme ça. » Elle a souri largement. « Vous voyez, cette explication est bien meilleure. » C'était le don de Victoria. Elle pouvait simplifier presque n'importe quoi en une phrase que les gens voulaient entendre. À l'époque, j'admirais cela. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que c'était aussi là que notre plus grande différence a commencé. Je croyais que les choses compliquées méritaient des explications prudentes. Victoria croyait que tout ce qui valait la peine d'être connu devait tenir dans une conversation au dîner. Nous nous sommes mariés 14 mois plus tard. Pendant les premières années, la vie semblait équilibrée. Elle a bâti l'une des entreprises immobilières de luxe à la croissance la plus rapide du nord de la Virginie. Pendant que j'acceptais des missions d'ingénierie de plus en plus exigeantes liées aux structures orbitales et aux missions spatiales de longue durée, mes journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient souvent bien après la tombée de la nuit. Certains projets exigeaient de dormir à l'intérieur d'installations sécurisées plusieurs nuits par mois parce que le matériel classifié ne pouvait jamais quitter le bâtiment. Je ne pouvais pas dire à Victoria ce que je concevais. Je ne pouvais pas lui dire pourquoi les délais changeaient soudainement ou pourquoi des semaines entières disparaissaient derrière des habilitations de sécurité. Je rentrais simplement à la maison épuisé et je lui disais, « Je suis désolé. Je ne peux pas en parler pour l'instant. » Au début, elle acceptait ses réponses. Puis elle s'en est lassée. Lors des dîners, les gens demandaient ce que faisait son mari. Elle répondait toujours avec un grand sourire. Nathan conçoit des choses pour la National Aeronautics and Space Administration. La question suivante ne changeait jamais, comme des fusées. Elle jetait un coup d'œil vers moi, attendant une explication. La plupart du temps, je répondais, pas exactement. Puis j'essayais d'expliquer les chemins de charge structurelle, l'amortissement des vibrations ou la dilatation thermique. Et en 30 secondes, je pouvais voir les regards se tourner vers une autre conversation. En rentrant à la maison après, Victoria soupirait derrière le volant. « Sais-tu pourquoi les gens arrêtent d'écouter ?» a-t-elle demandé un soir. « Parce que tu réponds à des questions que personne n'a posées. » J'ai regardé par la fenêtre du passager. Je réponds aux questions avec précision. La précision n'est pas tout, Nathan. Parfois si. Elle a secoué la tête. Non, les gens se souviennent des histoires. Ils ne se souviennent pas des cours d'ingénierie. Ces conversations se sont lentement transformées en disputes. Elle croyait que je nous embarrassais tous les deux en faisant paraître des choses simples incroyablement compliquées. Je croyais que le travail méritait l'honnêteté, même quand l'honnêteté n'était pas divertissante. Aucun de nous n'a réalisé que nous avions tranquillement commencé à mesurer le succès avec des règles complètement différentes. Victoria mesurait l'influence par le nombre de personnes qui reconnaissaient votre visage lorsque vous entriez dans une pièce. Je la mesurais par le fait que quelque chose que j'avais conçu protégerait encore des vies humaines 20 ans après que j'ai fini de le dessiner. Aucun de nous n'essayait de blesser l'autre. Mais chaque année, la distance entre ces deux façons de voir le monde s'élargissait un peu plus. Puis un soir,
après un autre gala de charité où 3 invités différents ont demandé à Victoria pourquoi son mari semblait toujours mal à l'aise avec les gens qui réussissent, elle est montée dans la voiture, a démarré le moteur et a dit quelque chose qui est resté avec moi bien plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais prévu. Elle a ri doucement et a dit, « Nathan, si tu disparaissais d'une de ces fêtes, personne ne le remarquerait même. » Elle pensait probablement que c'était une blague inoffensive. J'ai souri et regardé à travers le pare-brise sans répondre. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que les gens dont j'espérais qu'ils remarqueraient mon absence n'avaient jamais assisté à ces fêtes en premier lieu. C'étaient des ingénieurs assis à l'intérieur du contrôle de mission, des astronautes flottant à 400 km au-dessus de la Terre, et de jeunes concepteurs étudiant des systèmes auxquels ils pourraient un jour confier leur propre vie. Victoria a passé des années à croire que parce que le monde ne pouvait pas voir mon travail, le travail lui-même ne pouvait pas avoir d'importance. Cette incompréhension façonnerait discrètement chaque décision qu'elle prendrait à partir de cette nuit-là. Le premier chèque de redevance est arrivé si discrètement que j'ai presque cru que c'était un autre paiement de routine d'un entrepreneur du gouvernement. J'ai ouvert l'enveloppe en buvant mon café avant de partir au travail, j'ai jeté un coup d'œil au nombre, j'ai signé le bordereau de dépôt et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine sans y penser davantage. Quand je suis rentré ce soir-là, Victoria tenait le chèque à 2 mains. « Nathan, est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Un de mes brevets structurels avait été concédé sous licence pour la fabrication aérospatiale commerciale. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes. À quelle fréquence cela arrive-t-il? Ça dépend. Parfois une fois par an, parfois plusieurs fois, parfois pas du tout. Elle a de nouveau baissé les yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai haussé les épaules. Parce que ce n'était pas important jusqu'à ce que l'accord soit finalisé. Elle a ri, incrédule. Pas important, Nathan. Ce chèque est plus important que ce que certaines personnes gagnent en une année entière. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Pour moi, l'argent n'était qu'un sous-produit de la résolution d'un problème d'ingénierie difficile des années plus tôt. Le travail avait toujours compté plus que ce qui apparaissait finalement sur mon compte bancaire. Victoria voyait les choses différemment. En quelques semaines, elle a voulu savoir combien de brevets je possédais, comment fonctionnaient les accords de licence et si d'autres paiements étaient attendus. J'ai répondu à chaque question aussi honnêtement que possible, mais mes réponses la satisfaisaient rarement. Les brevets d'ingénierie n'étaient pas des billets de loterie. Certains ne rapportaient presque rien. D'autres devenaient soudainement précieux des années après avoir été déposés parce que la technologie avait enfin rattrapé la conception originale. Il n'y avait aucune garantie. Il n'y avait que des possibilités. Elle n'aimait pas les possibilités. Elle préférait les chiffres prévisibles. Un mois plus tard, elle a demandé si nous devions moderniser la maison. Je lui ai dit que l'actuelle était déjà plus grande que ce dont nous avions besoin. Elle a suggéré d'acheter une propriété de vacances. Je lui ai rappelé que nous avions à peine assez de week-ends libres pour profiter du jardin que nous possédions déjà. Elle a proposé de remplacer les 2 voitures même si aucune n'avait de problème mécanique. J'ai souri et demandé, qu'y a-t-il de mal à conduire quelque chose jusqu'à ce que ça s'arrête de fonctionner? Elle a levé les yeux au ciel. Nathan, tout n'a pas à durer éternellement. J'ai failli répondre, les choses que je construis sont censées le faire. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Au lieu de cela, j'ai transféré presque tous les paiements de redevances sur des comptes d'investissement à long terme, des bourses d'études, des fondations de recherche en ingénierie et des fonds de retraite. Victoria ne s'est jamais opposée à l'épargne. Elle s'opposait à l'épargner pour des choses qui ne pouvaient pas être photographiées. Elle aimait le succès visible, une maison plus grande, un véhicule de luxe, des quartiers exclusifs, des clubs privés. Ces achats disaient au monde que vous étiez en train de gagner. Mes investissements disparaissaient dans des comptes que personne ne voyait jamais. Un soir, nous avons assisté à un gala de charité organisé par l'un de ses clients les plus riches. L'hôte m'a présenté à un autre homme d'affaires en disant « Nathan travaille avec la National Aeronautics and Space Administration ». Avant que je puisse répondre, l'homme a souri poliment et s'est retourné vers Victoria pour discuter d'une propriété en bord de mer en Floride. Sur le chemin du retour, elle a soupiré. « As-tu remarqué ça ?»« Remarqué quoi ?» ?»« Le moment où les gens arrêtent d'écouter chaque fois que tu expliques ton travail. » J'ai souri. Il n'était pas intéressé par l'ingénierie. Exactement. Elle a resserré sa prise sur le volant. Tu es brillant, Nathan,
mais une brillance que personne ne comprend n'a aucune valeur sociale. Cette phrase est restée avec moi plus longtemps qu'elle ne l'a réalisée. Non pas parce qu'elle m'a offensé, mais parce qu'elle a révélé quelque chose que j'avais discrètement ignoré pendant des années. Victoria croyait sincèrement que la reconnaissance créait de la valeur. Je croyais que la valeur finissait par mériter la reconnaissance, même si cela prenait des décennies. Aucun de nous ne pouvait convaincre l'autre. Au fur et à mesure que mon portefeuille de brevets s'est élargi, les paiements de redevances sont devenus plus fréquents. Certains mois, rien n'arrivait. D'autres mois, plusieurs accords de licence étaient finalisés presque en même temps. Notre comptable a commencé à recommander une planification fiscale spécialisée. Des conseillers en investissement ont appelé pour demander à gérer les revenus de la propriété intellectuelle. Des cabinets d'avocats ont envoyé des lettres offrant des services de planification successorale spécifiquement pour les inventeurs. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Victoria a lu chaque brochure. Elle a commencé à poser des questions que je n'avais jamais entendues auparavant. Les brevets sont-ils considérés comme des biens matrimoniaux? Que se passe-t-il si l'un d'eux vaut des millions plus tard? Quelqu'un peut-il hériter des redevances futures? À l'époque, je pensais qu'elle essayait simplement de mieux comprendre nos finances. En y repensant depuis cette salle d'audience, j'ai réalisé que ce n'étaient pas les questions de quelqu'un de curieux à propos de l'ingénierie. C'étaient les questions de quelqu'un qui apprenait discrètement comment la propriété intellectuelle pourrait un jour devenir plus précieuse que toutes les maisons qu'elle avait jamais vendues. J'ai répondu à chaque question sans méfiance parce qu'elle était ma femme. Je n'ai jamais imaginé qu'elle était en train de se construire un autre type d'éducation, qui n'avait rien à voir avec l'aérospatiale et tout à voir avec la propriété. Des années plus tard, assis en face d'elle dans un tribunal fédéral, je me souviendrai de ces conversations avec une clarté douloureuse. Les signes avant-coureurs avaient été là depuis le début. Je les avais simplement pris pour de la curiosité ordinaire parce que je croyais encore que nous planifions un avenir ensemble. Alors que Victoria avait déjà commencé à calculer ce que cet avenir pourrait valoir si elle décidait un jour de partir, Victoria n'a pas demandé le divorce la première fois qu'elle a décidé qu'elle le voulait. Elle s'y est préparée. C'est la partie que je n'ai comprise que bien plus tard. Pendant près d'un an, rien dans notre maison n'a semblé radicalement différent. Elle assistait toujours au dîner de clients, laissait toujours du café à côté de ma mallette les matins où j'avais des réunions tôt, signait toujours les cartes d'anniversaire avec nos deux noms. Mais de petits changements ont commencé à apparaître sur les bords de notre mariage. Elle a cessé de discuter des gros achats avec moi et a commencé à les appeler des dépenses professionnelles. Elle a déplacé plusieurs comptes personnels vers une banque privée que je n'avais jamais utilisée. Elle a demandé à notre comptable de séparer les revenus générés par mon travail de consultant des revenus générés par les licences de brevets. Quand il a expliqué que la distinction était compliquée, elle a demandé des copies de chaque accord. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un de ces dossiers sur la table de la salle à manger tard un soir. Chaque brevet avait été marqué d'une languette jaune. À côté de plusieurs clauses de licence future, Victoria avait écrit la même question à l'encre bleue. Bien matrimonial. Je suis resté là pendant un long moment avant qu'elle n'entre dans la pièce et ne voie ce que je tenais. Elle n'a pas paniqué. Elle a simplement pris le dossier de mes mains et a dit, « J'essaie de comprendre ce qui nous appartient à tous les deux. » J'ai demandé pourquoi cette question était soudainement devenue importante après 27 ans. Elle a souri sans chaleur. Parce que tu comprends chaque boulon d'un vaisseau spatial, Nathan, mais tu n'as jamais compris à quel point je me sens exposé dans ce mariage. C'était la première fois qu'elle transformait mon silence en accusation. J'ai demandé ce que signifiait l'exposition. Elle a dit que j'avais construit un monde financier qu'elle ne pouvait pas contrôler, rempli de brevets qui pourraient devenir précieux bien après la retraite, d'accords rédigés dans un langage technique et de redevances qui arrivaient sans avertissement. Elle a affirmé qu'elle se protégeait. Je voulais la croire, alors j'ai proposé de faire venir Charles Whitmore à une réunion pour expliquer chaque compte. Elle a refusé immédiatement. « Ton avocat te protège ?» a-t-elle dit. « J'ai besoin de quelqu'un qui me protège. » 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'elle avait déjà engagé Rebecca Lawson. Pas comme avocate de divorce, a-t-elle insisté, mais comme conseillère financière. Cette explication a duré jusqu'à ce que je voie une ébauche de requête se refléter sur l'écran sombre de sa tablette alors qu'elle prenait un appel téléphonique dans la pièce voisine. Je ne l'ai pas confrontée cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire attention. Elle a demandé à notre personnel de maison de créer des inventaires écrits des meubles,
des œuvres d'art et des bijoux. Elle a demandé des expertises pour les 2 propriétés. Elle a photographié le garage, mon bureau et les armoires verrouillées où je rangeais les documents de projet archivés. Elle a même demandé à mon ancienne assistante si je possédais encore des carnets des années où mes brevets les plus précieux ont été développés. Aucune de ces actions n'était émotionnelle. Elles étaient précises, méthodiques, intelligentes. Victoria ne quittait pas un mari. Elle constituait un dossier. La preuve finale est arrivée par l'intermédiaire de notre avocat fiscaliste commun qui m'a appelé en privé et m'a demandé si j'avais approuvé une enquête concernant la valeur à vie projetée de 37 brevets aérospatiaux. Je ne l'avais pas fait. Il a transmis la demande. Elle avait été soumise par le bureau de Rebecca Lawson sous l'autorisation de Victoria. Le document ne demandait pas ce que les brevets avaient rapporté pendant notre mariage. Il demandait ce qu'ils pourraient rapporter au cours des 20 prochaines années. Cette distinction a tout changé. Victoria ne réclamait pas seulement la moitié de l'argent déjà reçu. Elle avait l'intention de réclamer une part de chaque paiement futur généré par le travail que j'avais créé, amélioré et maintenu pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte. Quand j'ai finalement posé le document devant elle, elle n'a pas nié. Elle s'est assise à l'îlot de cuisine, a lu la première page et a croisé les mains. « Tu as toujours dit que le travail comptait plus que l'argent », a-t-elle dit. « Alors pourquoi es-tu contrarié ?» Je lui ai dit que les redevances finançaient des bourses de recherche, des bourses d'études et des programmes de sécurité. Elle a répondu que c'était des choix que j'avais faits sans lui donner une voix égale. Je lui ai rappelé qu'elle avait signé chaque état financier annuel. Son expression s'est durcie. J'ai signé ce que toi et tes conseillers avaient placé devant moi. Cela ne signifie pas que je comprenais ce que tu construisais. Voilà encore. Sa conviction que tout ce qu'elle ne comprenait pas lui avait été en quelque sorte caché. Elle a fait glisser la demande de divorce sur le comptoir. Rebecca avait soigneusement choisi le moment du dépôt. L'un de mes plus anciens brevets structurels était sur le point d'entrer dans un nouvel accord de licence internationale, et les projections préliminaires suggéraient qu'il pourrait devenir l'accord le plus rentable de ma carrière. Victoria voulait que le tribunal classe non seulement les redevances existantes, mais aussi tous les futurs revenus de licence comme des biens matrimoniaux. Elle avait choisi le moment exact où l'incertitude pouvait être présentée comme de la richesse. J'ai lu la requête 2 fois, puis j'ai regardé la femme en face de moi. Elle s'attendait à de la colère, des supplications ou des négociations. Au lieu de cela, j'ai posé une question. Depuis combien de temps prépares-tu cela? Elle a soutenu mon regard et a répondu, assez longtemps pour savoir que tu ne le verrais jamais venir. Cette nuit-là, après qu'elle soit partie séjourner dans l'une de ses propriétés répertoriées, j'ai appelé Charles Whitmore. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à punir Victoria ou à protéger ma réputation. Je voulais qu'une chose soit protégée, l'avenir de chaque brevet lié au travail qui maintenait encore des gens en vie. Charles a écouté sans interrompre. Puis il m'a demandé de lui envoyer chaque accord de licence, chaque dossier technique et chaque document que Victoria avait demandé au cours de l'année précédente. Avant de terminer l'appel, il a dit « Nathan, ce n'est pas un divorce normal. Elle n'essaie pas de diviser votre passé. Elle essaie de posséder votre avenir. » J'ai regardé la requête signée posée sur le comptoir de la cuisine et j'ai pris la première décision que Victoria n'avait pas anticipée. Je ne me contenterai pas d'un règlement à l'amiable. Les mois qui ont précédé le procès ressemblaient moins à un divorce qu'à 2 équipes d'ingénieurs construisant des machines complètement différentes pour la même date de lancement. Chaque semaine, une autre demande de documents arrivait du bureau de Rebecca Lawson. Déclaration de revenus, relevé de redevances, contrat de licence, enregistrement de brevets, dossier d'investissement, dépôt d'entreprise. Ils voulaient chaque chiffre lié à ma carrière. Ce qu'ils n'ont jamais demandé, ce sont les rapports d'ingénierie, les historiques de brevets ou les accords fédéraux expliquant comment ces brevets avaient été créés et combien de parties conservaient encore des intérêts légaux. Charles l'a remarqué avant moi. Un après-midi, il a fermé un épais classeur de pièces, s'est penché en arrière dans son fauteuil et a souri pour la première fois depuis le début de l'affaire. « Nathan », a-t-il dit. Rebecca prépare un argument financier sans comprendre la base juridique sous-jacente des actifs qu'elle essaie de diviser. J'ai regardé de l'autre côté de sa table de conférence, il a fait glisser un accord de licence vers moi. Elle croit que vos brevets ne sont rien de plus qu'un bien d'investissement. Il a fait une pause avant de tapoter la première page. Ce n'est pas le cas. C'est de la propriété intellectuelle créée sous l'une des structures juridiques les plus compliquées des contrats fédéraux.
Cette seule phrase a complètement changé ma vision du procès à venir. Jusque-là, j'avais supposé que Victoria voulait simplement un règlement financier plus important. Charles a expliqué qu'elle tentait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Elle avait l'intention de convaincre le tribunal que les futurs flux de redevances devaient être traités comme un revenu matrimonial prévisible, même si beaucoup de ces paiements dépendaient des décisions de licence futures, de l'évolution de la technologie, des approbations gouvernementales, des accords de fabrication internationaux et de l'application continue des brevets. En d'autres termes, elle essayait d'évaluer des décennies de travail d'ingénierie comme s'il s'agissait d'un compte d'épargne. Charles a commencé à construire notre défense différemment. Au lieu de se concentrer sur combien d'argent les brevets avaient rapporté, il s'est concentré sur la raison pour laquelle ils existaient en premier lieu. Nous avons assemblé des chronologies remontant à 35 ans. Des carnets de conception originaux, des dossiers de poursuite de brevets, des résumés d'examens techniques, des lettres de fabricants aérospatiaux demandant des licences. Chaque document racontait la même histoire. Les redevances n'existaient pas par chance. Elles existaient parce que des milliers de décisions d'ingénierie avaient survécu à des années de vérification indépendante avant que quiconque ne paie $1 pour les utiliser. Pendant ce temps, Victoria semblait de plus en plus confiante chaque semaine. Des amis communs m'ont discrètement informé qu'elle avait déjà commencé à discuter de la vie après le divorce. Une personne a dit à Charles qu'elle envisageait d'acheter une propriété au bord de l'eau une fois le règlement reçu. Une autre a mentionné qu'elle avait plaisanté en disant que Nathan avait passé toute sa vie à inventer ma retraite. Entendre ces histoires faisait bien plus mal que je ne l'admettais, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'elles révélaient à quel point elle avait complètement réduit le travail de ma vie à un futur solde bancaire. Pendant la médiation, Rebecca a présenté des graphiques projetant les revenus de redevances pour les 20 prochaines années. Les graphiques étaient soignés, colorés et mathématiquement impressionnants. Charles les a à peine regardés. Quand Rebecca a fini de parler, il n'a posé qu'une seule question. Mademoiselle Lawson, laquelle de ces projections tient compte de l'expiration future des brevets, des restrictions de licence gouvernementale, des cycles de remplacement technique et des droits de propriété de tiers indépendants? Rebecca a répondu avec confiance. Notre expert financier a incorporé toutes les hypothèses pertinentes. Charles a hoché la tête poliment. Excellent. Nous discuterons de ces hypothèses sous serment. Pour la première fois, j'ai vu une lueur d'incertitude traverser le visage de Rebecca. Elle a disparu presque immédiatement, mais Charles l'avait remarqué aussi. Après la fin de la médiation, nous avons marché ensemble vers le parking. Elle connaît la finance, a-t-il dit. Elle est excellente dans ce domaine. Alors pourquoi semblez-vous optimiste? Ai-je demandé. Il s'est arrêté à côté de ma voiture. Parce qu'elle traite l'ingénierie comme de l'immobilier, j'ai froncé les sourcils. Expliquez. Il a souri. Un bâtiment existe déjà avant que quelqu'un ne l'achète. Vos brevets ne fonctionnent pas de cette façon. Leur valeur provient du mérite technique, de la force exécutoire, des relations de licence et de l'innovation continue. Rebecca comprend la propriété. Il m'a regardé directement. Elle ne comprend pas l'invention. Au cours des semaines suivantes, Charles a engagé des experts que je n'aurais jamais pensé voir impliqués dans une affaire de divorce. Un spécialiste de la propriété intellectuelle aérospatiale, un ancien examinateur de brevet fédéral, un analyste de licence judiciaire. Même un économiste de l'ingénierie dont toute la carrière était axée sur l'évaluation des technologies qui ont changé des industries sur des décennies plutôt que sur des trimestres. Rebecca a répondu en élargissant sa propre équipe avec des consultants financiers et des experts en évaluation. Aucune des deux parties ne savait exactement ce que l'autre avait l'intention de présenter au procès. Mais une chose est devenue de plus en plus claire. Cette affaire se transformait discrètement en quelque chose qu'aucun tribunal de divorce ordinaire n'avait jamais vu auparavant. Il ne s'agissait plus de savoir qui méritait plus d'argent. C'était devenu une bataille pour savoir si le tribunal comprenait vraiment la différence entre posséder un actif et en créer un. 3 nuits avant l'audience, Charles m'a appelé après presque minuit. Il semblait inhabituellement calme. « Nathan, dit-il, je pense que je comprends enfin toute la stratégie de Rebecca. Est-ce une bonne nouvelle? Ai-je demandé. Il y a eu un bref silence avant qu'il ne réponde. Pour nous, oui. Pourquoi? Parce qu'elle a construit tout son dossier autour d'une seule hypothèse, qui est que Charles a pris une lente inspiration. Elle croit que le juge verra vos brevets comme des chiffres sur une feuille de calcul.
Il a fait une pause juste assez longue pour que le poids de sa phrase suivante s'installe. Elle n'a aucune idée de qui a été désigné pour entendre cette affaire. Le matin du procès, Victoria ressemblait à quelqu'un qui arrivait pour célébrer une victoire plutôt que pour mettre fin à un mariage. Elle portait un tailleur blanc qu'elle avait acheté seulement une semaine plus tôt, saluait les gens dans le couloir avec une confiance exercée et riait confortablement avec Rebecca Lawson alors que les photographes se rassemblaient à l'extérieur du palais de justice fédéral. Les journalistes n'étaient pas intéressés par notre divorce. Ils étaient intéressés par les réclamations financières inhabituelles impliquant un ingénieur de la National Aeronautics and Space Administration à la retraite et des décennies de propriété intellectuelle. Pour Victoria, même cette attention ressemblait à une validation. Elle avait passé des années à croire que la reconnaissance prouvait le succès, et maintenant les caméras la suivaient dans le bâtiment. Charles et moi sommes entrés par un couloir latéral sans parler. Alors que nous atteignions les portes de la salle d'audience, il m'a tendu un bloc-notes ne contenant qu'une seule phrase manuscrite. Peu importe à quel point cela devient personnel, laissez-les finir. J'ai plié la page et l'ai mise dans ma veste. La salle d'audience s'est rapidement remplie. Des analystes financiers, des avocats spécialisés en brevets, des journalistes et plusieurs ingénieurs à la retraite ont discrètement pris place près du fond. Je n'en reconnaissais aucun personnellement, mais beaucoup ont hoché la tête poliment en passant. Victoria a remarqué les gestes et a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Lorsque la juge Eleanor Hastings est entrée, toutes les conversations se sont instantanément arrêtées. Après les formalités d'ouverture, Rebecca Lawson s'est levée et a prononcé près de 40 minutes d'argumentation. C'était soigné, confiant et soigneusement répété. Elle m'a décrit comme un ingénieur brillant qui avait malheureusement négligé toutes les autres responsabilités de la vie. Selon elle, Victoria avait porté le mariage pendant que je m'enterrais dans les laboratoires, les installations gouvernementales et les conférences techniques. Elle a montré des photos d'événements caritatifs que j'avais manqués, de réunions de famille auxquelles je n'avais assisté que brièvement, d'anniversaires reportés à cause des calendriers de lancement et de vacances interrompus par des examens d'ingénierie d'urgence. Chaque image était réelle, chaque date était exacte, et pourtant, l'histoire qu'elle créait semblait complètement fausse. Rebecca n'a jamais menti. Elle a simplement supprimé toutes les raisons pour lesquelles ces sacrifices avaient existé. Au moment où elle a terminé, je ne ressemblais plus à un homme qui avait consacré sa carrière à la protection des astronautes. Je ressemblais à un mari émotionnellement absent qui se souciait plus des machines que des gens. Puis Victoria a pris la barre des témoins. Rebecca a d'abord posé des questions douces. Comment notre mariage avait-il changé au fil des ans? Se sentait-elle soutenue? Comprenait-elle mon travail? Victoria a répondu avec une certitude calme. Elle a expliqué qu'elle avait passé près de 3 décennies à nouer des relations, à recevoir des clients et à maintenir la vie publique qui a permis à notre famille de prospérer, pendant que je restais enfermé derrière des portes sécurisées. Discutant de projets qu'aucune personne ordinaire ne pouvait comprendre. Puis Rebecca a posé la question qu'ils avaient clairement gardée pour la fin. Madame Brox, si vous deviez décrire la plus grande contribution de votre mari à votre mariage en une seule phrase, quelle serait-elle? Victoria m'a regardé directement avant de répondre. Son revenu. La salle d'audience est restée silencieuse, elle a continué quand même. Nathan a toujours cru que son travail changeait le monde. Peut-être qu'il l'a fait, mais il n'a jamais changé notre maison. Il n'a jamais changé notre mariage. Il a passé 35 ans à courir après le respect d'inconnus tout en ignorant les gens qu'il aimait. Tout ce que l'on peut mesurer de notre vie ensemble vient de ce que ses inventions ont rapporté, pas de l'homme qui les a créées. Rebecca a hoché la tête lentement, laissant ses mots s'installer dans la pièce avant de poser une dernière question. Et sans ses brevets, Victoria n'a pas hésité. Il aurait été invisible. J'ai entendu quelqu'un derrière moi expirer doucement. Un autre journaliste a posé son stylo sur le carnet devant lui. Charles n'a jamais bougé. Il a simplement écrit une seule ligne sur son bloc-notes jaune et l'a fait glisser vers moi, exactement là où nous les voulions. Rebecca est retournée à la table du conseil avec l'expression satisfaite de quelqu'un convaincu que l'audience avait déjà atteint son apogée émotionnel. Elle avait présenté le mariage comme une simple équation. Victoria a construit la vie que les gens pouvaient voir, tandis que j'ai construit des actifs qui n'existaient que sur le papier. Tout dépendait maintenant de savoir si le juge acceptait cette équation. La juge Hastings est restée complètement impassible. Elle a fermé le dossier devant elle, a joint ses mains et a regardé d'abord Victoria, puis Rebecca. Le silence s'est étiré plus longtemps que prévu. Finalement, elle a parlé.
Madame Brox. Sa voix était assez calme pour que chaque personne dans la salle d'audience se penche en avant pour l'entendre. Avant que ce tribunal n'examine votre témoignage, il y a une question à laquelle je dois avoir une réponse. Victoria a souri poliment. Bien sûr, votre honneur. La juge Hastings a baissé les yeux sur mon nom imprimé sur la première page du dossier, puis a de nouveau regardé dans les yeux de Victoria. Quand vous avez épousé le docteur Nathan Brox il y a 27 ans, elle a fait une pause. Avez-vous déjà demandé ce qu'il concevait réellement? Le sourire a disparu du visage de Victoria, et avant que quiconque ne puisse répondre, la juge a saisi un document qu'aucune des deux équipes juridiques ne s'attendait à ce qu'elle ait. Personne n'a répondu à la question de la juge. Victoria a regardé vers Rebecca comme si elle s'attendait à ce que son avocate s'y oppose, mais Rebecca est restée parfaitement immobile. La juge Eleanor Hastings a ouvert le document posé à côté de son banc, l'a ajusté légèrement et a parlé avec la précision calme de quelqu'un qui place la dernière pièce d'un puzzle qu'elle avait déjà résolu. Madame Brox, j'ai posé une question très simple. Pendant 27 ans de mariage, avez-vous déjà demandé à votre mari ce qu'il concevait réellement? Victoria s'est éclairci la gorge. Il travaillait sur des projets aérospatiaux, votre honneur. Au-delà de ça, la plupart étaient classifiés. La juge a hoché la tête. Une partie l'était, une grande partie ne l'était pas. Elle a soulevé le document. Ce tribunal vérifie régulièrement les antécédents professionnels des témoins experts dans les affaires hautement techniques. En examinant ce dossier, j'ai reconnu le nom de l'intimé. Un murmure s'est propagé dans la galerie. La juge Hastings a continué avant que quiconque ne puisse l'interrompre. Il y a de nombreuses années, avant d'entrer à la faculté de droit, j'ai terminé mon doctorat en génie mécanique. Pendant cette période, un article sur la conception structurelle est devenu une lecture obligatoire dans presque tous les programmes aérospatiaux avancés du pays. Elle a tourné une page. L'auteur principal de cet article était le docteur Nathan Brox. Toutes les têtes dans la salle d'audience se sont tournées vers moi. Victoria me fixait sans ciller. Rebecca a lentement cherché à nouveau son ordinateur portable, mais la juge a levé une main. S'il vous plaît, ne le faites pas. Vous aurez tout le temps de tout vérifier après cette audience. Elle a regardé directement Victoria. Vous avez témoigné sous serment que votre mari a passé sa vie à se cacher derrière des machines et n'a rien accompli dont on se souviendrait. La juge a fait une pause juste assez longue pour que le silence devienne inconfortable. Souhaitez-vous reconsidérer cette déclaration? Victoria a dégluti. Votre honneur, je ne voulais pas dire qu'il n'a littéralement rien accompli. Ce sont vos mots. Je voulais dire, elle a hésité, que son travail n'a jamais affecté notre famille. La juge Hastings s'est légèrement penchée en arrière. C'est un argument très différent. Rebecca s'est finalement levée. Votre honneur, avec tout mon respect, la réputation professionnelle de l'intimé est admirable, mais il s'agit toujours d'une procédure de divorce. C'est exact, a répondu la juge, et c'est précisément pourquoi la précision est importante. Elle a baissé les yeux sur une autre page. La théorie juridique de votre cliente repose fortement sur le fait de dépeindre le docteur Brox comme quelqu'un dont la valeur existe principalement en raison des revenus générés par ses brevets. Rebecca a hoché la tête prudemment. Oui, cet argument suppose que les brevets eux-mêmes ne sont que des actifs financiers. Un autre hochement de tête. La juge a fermé le dossier. Ce n'est pas le cas. La salle d'audience est redevenue silencieuse. La juge Hastings a poursuivi sur le même ton mesuré. Un brevet est la preuve que quelqu'un a créé quelque chose que le monde ne possédait pas auparavant. L'argent peut ensuite découler de cette création, mais la création elle-même est l'accomplissement. Elle a regardé directement Victoria. Madame Brox, vous avez décrit à plusieurs reprises votre mari comme invisible parce que le public ne reconnaissait pas son visage. La voix de la juge s'est adoucie. Savez-vous combien de personnes peuvent nommer l'ingénieur qui a conçu les boulons à l'intérieur d'un vaisseau spatial? Victoria n'a rien dit. Presque personne, a poursuivi la juge. Savez-vous combien d'astronautes se soucient de savoir si ces boulons cèdent? Toujours pas de réponse. La juge Hastings s'est tournée vers les spectateurs assis derrière les avocats. La reconnaissance et l'importance n'ont jamais été la même chose. J'ai vu l'expression de Victoria changer pour la première fois depuis le début du procès. Sa confiance ne disparaissait pas à cause de l'embarras. Elle disparaissait parce qu'elle réalisait enfin que la juge comprenait ma profession bien mieux qu'elle ou Rebecca ne l'avait jamais fait. La juge Hastings a ouvert un autre document.
Ce tribunal a examiné les registres publics de brevets, les publications d'ingénierie fédérale et la documentation de licence soumise lors de la communication des pièces. Elle a regardé vers Rebecca. Je suis curieuse, maître, lors de la préparation de cette affaire, quelqu'un dans votre équipe a-t-il lu le travail d'ingénierie publié du Dr Brooks? Rebecca est restée debout. Non, votre honneur. Quelqu'un a-t-il consulté un ingénieur aérospatial avant d'attribuer des valeurs projetées à des inventions dont les applications commerciales continuent d'évoluer aujourd'hui? Non, votre honneur. Quelqu'un a-t-il tenté de comprendre pourquoi plusieurs entrepreneurs gouvernementaux continuent de concéder des licences pour une technologie développée il y a plus de 2 décennies? Rebecca a baissé les yeux. Non. La juge Hastings a hoché la tête lentement. Alors votre modèle d'évaluation peut reposer sur des hypothèses fondamentalement incomplètes. Charles est resté silencieux à côté de moi, mais je pouvais voir le plus léger sourire se former au coin de sa bouche. Il avait prédit ce moment des semaines plus tôt, non pas parce qu'il s'attendait à ce que la juge me connaisse personnellement, mais parce qu'il croyait que l'autre partie avait construit une stratégie juridique entière sans d'abord comprendre ce qu'elle attaquait. La juge Hastings a regardé une dernière fois vers Victoria. Madame Brooks, tout au long du témoignage d'aujourd'hui, vous avez mesuré la vie de votre mari presque entièrement par la visibilité, l'influence sociale et le rendement financier. Elle a doucement fermé le dernier document devant elle. La loi exige que ce tribunal mesure quelque chose de très différent. Elle s'est tournée vers le greffier. Veuillez marquer la pièce à conviction 21 de l'intimé pour un examen immédiat. Charles s'est calmement levé et a remis au greffier un épais classeur bleu qui était resté fermé depuis le début du procès. Rebecca a froncé les sourcils. Victoria s'est penchée en avant, essayant de lire la couverture de l'autre côté de la salle d'audience. Imprimé sur le devant en grandes lettres noires se trouvait 6 mots qu'aucune d'elles ne s'attendait à voir. Dossiers officiels de contribution en ingénierie de la National Aeronautics and Space Administration. Pour la première fois depuis le dépôt de la demande de divorce, Victoria m'a regardé non pas comme l'homme silencieux qu'elle pensait avoir compris pendant 27 ans, mais comme un parfait inconnu. Et au moment où ce classeur a été ouvert, tout ce qu'elle croyait savoir sur ma vie était sur le point de s'effondrer. Le classeur bleu a atterri sur la table d'épreuve avec un poids qui a semblé réduire au silence toute la salle d'audience. Charles Whitmore ne s'est pas précipité pour l'ouvrir. Il a simplement posé une main sur la couverture et a regardé vers la juge Hastings. Votre honneur, avant de discuter des chiffres, j'aimerais que le tribunal comprenne sur quoi ces chiffres ont été construits. La juge a hoché la tête. Procédé. Charles a ouvert la première section. Au lieu d'état financier, la première page contenait une lettre imprimée sur du papier à en-tête de la National Aeronautics and Space Administration. Il en a remis des copies à la juge, à Rebecca Lawson et à Victoria. Personne n'a parlé pendant qu'il lisait. Finalement, Charles s'est adressé à la cour. Madame Brooks a soutenu à plusieurs reprises que la valeur du Dr Brooks réside principalement dans les revenus générés par ses brevets. Nous soumettons respectueusement que c'est exactement le contraire qui est vrai. Les redevances n'existent que parce que l'ingénierie a changé une industrie. Il a appelé le premier témoin. La défense appelle le docteur Olivia Chen, une femme au début de la soixantaine, s'est approchée de la barre des témoins, calme, posée et manifestement respectée. Après avoir prêté serment, elle s'est présentée comme professeure de structures aérospatiales au Massachusetts Institute of Technology et ancienne consultante auprès de plusieurs comités d'examen structurel de la National Aeronautics and Space Administration. Rebecca a de nouveau semblé confiante. Les témoignages académiques intimidaient rarement les plaideurs expérimentés. Charles n'a posé qu'une seule question pour commencer. Professeur Chen, avant cette affaire, aviez-vous déjà rencontré personnellement le docteur Nathan Brooks? Non. Alors pourquoi êtes-vous ici? Elle a souri légèrement. Parce que j'ai passé près de 20 ans à enseigner son travail. Une vague de murmures a balayé la galerie. Charles les a laissés s'estomper avant de continuer. Pouvez-vous expliquer cela? La professeure Chen s'est tournée vers la juge au lieu des avocats. Votre honneur, les étudiants en ingénierie se souviennent généralement des astronautes célèbres. Ils se souviennent rarement des ingénieurs responsables de ramener ces astronautes vivants à la maison. Le docteur Brooks appartient à ce deuxième groupe. Elle a pris l'un des documents à l'intérieur du classeur. Sa méthodologie de renforcement structurel a résolu des problèmes de fatigue qui avaient défié les concepteurs de matériel orbital pendant des années. Des variations de ce travail continuent d'apparaître dans les programmes d'ingénierie aérospatiale et la fabrication de vaisseaux spatiaux commerciaux aujourd'hui.
Rebecca s'est levée immédiatement. Objection, votre honneur. Cela ressemble plus à des éloges professionnels qu'à des preuves pertinentes pour la division des biens. La juge Hastings a secoué la tête. Rejeté. Continuez. La professeure Chen est restée parfaitement calme. Je ne fais pas l'éloge du docteur Brox. J'explique pourquoi attribuer une simple valeur marchande à sa propriété intellectuelle est juridiquement incomplet. Les brevets ne peuvent être séparés de décennies d'influence scientifique continue. Charles l'a remercié et a appelé le témoin suivant. Michael Donnelly, un analyste financier judiciaire avec plus de 30 ans d'expérience dans l'évaluation de la propriété intellectuelle. Rebecca s'est de nouveau détendue. Le témoignage financier était sa spécialité. Charles a commencé prudemment. Monsieur Donnelly, avez-vous examiné les évaluations soumises par les experts de la requérante? Oui. Votre conclusion? Donnelly a regardé directement vers le banc. Leurs calculs sont exacts. Rebecca a souri légèrement. Charles n'a pas réagi. Veuillez continuer. Leur conclusion ne l'est pas. Le sourire a disparu. Donnelly a ouvert plusieurs graphiques. Le modèle de la requérante suppose que les redevances futures se comportent comme un revenu d'investissement prévisible. Ce n'est pas le cas. Les revenus de licence dépendent de la pertinence technologique continue, des environnements réglementaires, des accords de fabrication internationaux, de l'application des brevets et de l'adoption future par l'ingénierie. Aucune de ces variables ne peut être garantie, a-t-il indiqué en montrant un autre graphique. Plus important encore, l'évaluation ignore le fait que le Dr Brox continue de fournir des consultations techniques qui affectent directement les décisions de licence future. Ces connaissances ne peuvent être légalement séparées de nombreux accords censés générer des revenus futurs. Rebecca s'est de nouveau levée. Notre expert a pris en compte les projections futures. Donnelly a hoché la tête poliment. Les revenus projetés ne sont pas la même chose que la propriété transférable. La juge Hastings a commencé à prendre des notes. Charles s'est approché tranquillement de la table des preuves une fois de plus. Votre honneur, avec la permission de la Cour, j'aimerais soumettre un dernier document. Ce n'était pas un autre brevet. Ce n'était pas un autre relevé de redevance. C'était une lettre de recommandation signée par de hauts fonctionnaires de la National Aeronautics and Space Administration près de 25 ans plus tôt. La juge Hastings a lu plusieurs lignes avant de lever les yeux. Maître, est-ce authentique? Vérifié par les archives fédérales, votre honneur, elle a continué à lire en silence avant de parler à voix haute. Les innovations structurelles du Dr Nathan Brox ont considérablement augmenté les marges de sécurité à long terme pour les systèmes orbitaux soutenant les vols spatiaux habités. Elle s'est arrêtée là. La salle d'audience est restée complètement immobile. La juge Hastings a lentement fermé la lettre. Madame Brox, dit-elle en regardant directement Victoria. Tout au long de cette procédure, vous avez suggéré à plusieurs reprises que votre mari est devenu précieux parce que ses inventions rapportaient de l'argent. Victoria a baissé les yeux. La juge a continué, les preuves démontrent quelque chose de tout à fait différent. Elle a posé une main sur le classeur. Ces inventions ont rapporté de l'argent parce qu'elles ont d'abord gagné la confiance. Personne n'a écrit. Personne n'a chuchoté. Même les journalistes ont arrêté de taper. Toute la salle semblait comprendre que l'affaire s'était discrètement transformée en quelque chose de bien plus grand qu'un règlement de divorce. C'était devenu une leçon sur la différence entre la richesse et la valeur. Charles s'est levé une dernière fois. Votre honneur, la requérante a tout à fait le droit de demander une division équitable des biens matrimoniaux. Il a fait une pause. Mais ce tribunal ne doit pas confondre des décennies de réalisations intellectuelles irremplaçables avec un instrument financier prévisible. La juge Hastings a hoché la tête une fois. Puis elle s'est tournée vers Rebecca Lawson. Maître, à moins que vous ne puissiez présenter des preuves contredisant matériellement le témoignage que ce tribunal a entendu aujourd'hui. Je vous suggère fortement de reconsidérer la réparation que votre cliente demande. Rebecca a baissé les yeux sur l'épaisse pile de notes préparées qu'elle avait passé des mois à assembler. Pour la première fois depuis le début du procès, elle n'a ouvert aucune page. Au lieu de cela, elle s'est penchée doucement vers Victoria et a chuchoté des mots que seules elles deux pouvaient entendre. Je n'ai pas pu entendre la phrase elle-même, mais j'ai vu le visage de Victoria perdre toute trace de la confiance qu'elle avait apportée dans cette salle d'audience. Quelques secondes plus tard, elle s'est lentement tournée vers moi. Il n'y avait plus de colère dans son expression,
Seulement la réalisation indubitable que la fortune qu'elle croyait avoir passé des années à préparer à réclamer n'avait jamais été la chose la plus forte à mes côtés. La chose la plus forte avait toujours été la vérité. Lorsque le tribunal a repris ses travaux après la suspension de l'après-midi, l'atmosphère avait complètement changé. La confiance qui avait porté Victoria et Rebecca dans la salle d'audience ce matin-là avait disparu. Rebecca ne réorganisait plus les pièces à conviction avec la certitude de quelqu'un qui prépare un argument final. Au lieu de cela, elle a discrètement retiré plusieurs dossiers de son classeur de procès et les a placés sous la table où personne ne pouvait les voir. Charles l'a remarqué immédiatement, mais n'a rien dit. La juge Hastings s'est retournée au banc et a regardé les deux équipes juridiques. La requérante a-t-elle reconsidéré la réparation demandée? Rebecca s'est levée lentement. Pour la première fois depuis le début de la procédure, sa voix manquait de certitude absolue. Oui, votre honneur. Elle a fait une pause avant de continuer. Après avoir examiné le témoignage présenté ce matin, ma cliente souhaite retirer sa demande pour tout intérêt futur dans les redevances liées au brevet, accord de licence ou propriété intellectuelle du Dr Brooks développé avant ou après l'audience d'aujourd'hui. Un frémissement a parcouru la salle d'audience. Plusieurs journalistes ont levé les yeux de leur ordinateur portable presque simultanément. La juge Hastings est restée impassible. Pour être clair, maître, votre cliente abandonne volontairement toutes les réclamations sur les futures redevances de brevet. Oui, votre honneur, et elle comprend que cette décision est définitive. Rebecca a jeté un coup d'œil vers Victoria. Elle a répondu doucement. Elle le comprend. La juge a hoché la tête une fois et s'est tournée vers Charles. Une objection de la part de l'intimé? Charles s'est levé calmement. Aucune, votre honneur. Le docteur Brooks ne s'est jamais opposé à une division équitable du mariage. Sa préoccupation a toujours été de préserver l'intégrité de la propriété intellectuelle qui continue d'évoluer à travers son travail professionnel. La juge Hastings a écrit plusieurs notes avant de regarder directement Victoria. Madame Brooks, ce tribunal n'a aucune opinion sur les raisons de l'échec de votre mariage. Les mariages se terminent pour d'innombrables raisons. Elle a fait une brève pause. Mais les preuves d'aujourd'hui ont démontré une chose très clairement. La salle d'audience est redevenue silencieuse. Il y a une différence importante entre partager les récompenses de la carrière de quelqu'un et revendiquer la propriété de l'esprit qui l'a créé. Victoria a baissé la tête. Pendant plusieurs longues secondes, elle n'a pas parlé. Puis, de manière presque inattendue, elle s'est levée sans qu'on le lui demande. Votre honneur. Sa voix tremblait légèrement. Puis-je dire quelque chose? La juge a hoché la tête. Victoria s'est tournée vers moi pour la première fois de toute la journée sans colère, frustration ou supériorité. J'ai passé des années à croire que si le monde ne reconnaissait pas votre visage, alors votre travail ne pouvait pas avoir d'importance. Elle s'est arrêtée pour se ressaisir. Je comprends maintenant que je n'ai jamais vraiment essayé de comprendre ce à quoi vous avez consacré votre vie. La salle d'audience est restée complètement immobile. J'ai écouté tranquillement, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une tristesse inattendue. 27 ans passés ensemble s'étaient terminés par une prise de conscience arrivée des décennies trop tard. La juge Hastings a remercié Victoria et a conclu les conclusions juridiques. Les biens matrimoniaux que nous avions construits ensemble seraient divisés équitablement en vertu de la loi. Mes comptes de retraite seraient divisés selon les réglementations établies. Nos propriétés communes seraient vendues et le produit distribué. Mais chaque futur brevet, chaque futur accord de licence, chaque invention encore à améliorer par mon travail continu resterait uniquement sous ma propriété et mon contrôle. La décision n'était ni dramatique ni émotionnelle. Elle était simplement correcte. Alors que tout le monde commençait à rassembler ses dossiers, Charles s'est penché vers moi et a souri. La plupart des clients me demandent si nous avons gagné. J'ai regardé de l'autre côté de la salle d'audience où Victoria était assise, fixant tranquillement le classeur bleu fermé de la National Aeronautics and Space Administration. Avons-nous gagné? Ai-je demandé. Charles a réfléchi à la question un moment avant de répondre. Nous avons protégé ce qui comptait. J'ai hoché la tête lentement. C'était suffisant. Je n'étais pas entré au tribunal en espérant vaincre ma femme. J'y étais entré en espérant que 35 ans de travail honnête ne seraient pas réduits à des chiffres sur une feuille de calcul. Alors que je prenais ma mallette et me préparais à partir, Victoria a doucement appelé mon nom. C'était la première fois qu'elle le faisait de toute la journée. Je me suis retourné.
Elle a soutenu mon regard pendant plusieurs secondes avant de poser une dernière question. Nathan, si j'avais compris ton travail toutes ces années-là. Elle n'a pas pu finir la phrase. Je savais déjà ce qu'elle essayait de demander. J'ai simplement souri doucement et lui ai donné la seule réponse honnête qu'il me restait. Nous ne le saurons jamais. Puis je suis sorti de la salle d'audience sans regarder en arrière, croyant que l'histoire était enfin terminée. Je me trompais. La partie la plus significative de celle-ci attendait encore à l'extérieur de ces portes du palais de justice. Je pensais que le palais de justice serait la fin de mon histoire. Au lieu de cela, c'est devenu l'endroit où j'ai enfin compris pourquoi il n'avait jamais été question de gagner. Alors que Charles et moi franchissions les portes d'entrée, un groupe de journalistes nous a immédiatement entourés. Les caméras se sont levées. Les microphones sont apparus de toutes les directions. Un journaliste a crié « Dr Brox, après tout ce que votre femme a dit au tribunal aujourd'hui, avez-vous quelque chose à lui dire ?» Charles m'a regardé, s'attendant à la réponse que les avocats espèrent habituellement. Pas de commentaire. Au lieu de cela, je me suis arrêté de marcher. Pendant près de 30 ans, j'avais évité l'attention du public chaque fois que possible. Mon travail avait toujours parlé plus fort que je ne l'avais jamais souhaité. Mais cette fois, j'ai senti que les gens méritaient une réponse différente. J'ai regardé vers les caméras et j'ai dit doucement, je ne veux pas que quiconque parte d'ici en croyant que cette affaire visait à prouver que mon ex-femme avait tort. La foule est devenue silencieuse. Victoria n'a jamais compris ce que j'ai passé ma vie à construire. J'ai fait une pause. Cela ne la rend pas mauvaise. Cela la rend humaine. La plupart des gens célèbrent l'astronaute. Très peu de gens se demandent qui a conçu la structure qui maintient cet astronaute en vie. Un autre journaliste a demandé, « Regrettez-vous d'avoir consacré votre vie à un travail que presque personne ne reconnaît ?» J'ai souri. C'était probablement la question la plus facile qu'on m'ait posée de toute la journée. Non. J'ai levé les yeux vers le ciel clair de l'après-midi avant de répondre. La reconnaissance n'a jamais été le but de l'ingénierie. Si les gens n'apprennent jamais mon nom parce que chaque mission revient en toute sécurité, alors je considère cela comme une carrière réussie. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Même les journalistes ont baissé leur microphone. Alors que Charles et moi marchions vers le parking, il a ri doucement. Tu sais, Nathan, après l'audience d'aujourd'hui, je ne serais pas surpris si les universités commençaient à t'inviter à donner des conférences. J'ai souri et secoué la tête. Je suis à la retraite. Il a ri de nouveau. Les ingénieurs comme vous ne prennent jamais vraiment leur retraite. Peut-être qu'il avait raison. 3 mois plus tard, j'ai accepté une invitation à encadrer des étudiants diplômés en ingénierie un après-midi par semaine. Non pas parce que je voulais la reconnaissance, mais parce que j'ai réalisé que l'expérience a très peu de valeur si elle disparaît avec la personne qui l'a acquise. Le premier jour de classe, un jeune étudiant est resté après que tout le monde soit parti. Il a posé un vieil article de recherche sur mon bureau et a demandé, « Professeur, êtes-vous le même Nathan Brox qui a écrit ceci ?» J'ai hoché la tête. Son visage s'est illuminé de la même excitation que je ressentais en tant que jeune ingénieur découvrant le travail de quelqu'un d'autre pour la première fois. « Votre article est la raison pour laquelle j'ai choisi l'ingénierie aérospatiale, » a-t-il dit. Après son départ, je suis resté assis seul dans la salle de classe vide pendant un long moment. Non pas parce que j'étais fier de l'article, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose que Victoria n'avait jamais compris. Les plus grandes réalisations sont rarement les plus bruyantes. Elles deviennent tranquillement une partie de l'avenir de quelqu'un d'autre. Parfois, cet avenir est un vaisseau spatial plus sûr. Parfois, c'est un étudiant qui choisit une carrière. Parfois, c'est une vie sauvée par une décision que personne ne remarquera jamais. Et c'est suffisant. Aujourd'hui, mes brevets génèrent toujours des redevances. Certains d'entre eux finiront par expirer. Les nouvelles technologies remplaceront les anciennes conceptions comme il se doit. Un jour, mon nom disparaîtra des revues d'ingénierie et quelqu'un de plus jeune résoudra des problèmes que je n'ai jamais imaginés. C'est exactement comme cela que le progrès est censé fonctionner. Nous ne construisons pas de grandes choses pour que le monde se souvienne de nous. Nous les construisons pour que le monde n'ait plus à y penser. En y repensant maintenant, je ne me souviens pas des insultes prononcées dans cette salle d'audience aussi clairement que je me souviens d'une simple question de la juge Elena Hastings. Avez-vous déjà demandé ce qu'il concevait réellement? En fin de compte, cette question n'était pas seulement pour Victoria.
Elle était pour quiconque a déjà mesuré la valeur d'une autre personne par les applaudissements au lieu de la contribution, par la visibilité au lieu du caractère, par la richesse au lieu du but. Si mon histoire vous laisse avec quelque chose, j'espère que c'est ceci. Les personnes qui font le travail le plus silencieux portent souvent la plus grande responsabilité. Ne confondez jamais le silence avec l'insignifiance. Certaines des fondations les plus solides au monde sont celles que personne ne voit jamais jusqu'au jour où elles cèdent. Les miennes n'ont jamais cédé. Et c'est pourquoi je considère ma vie comme un succès.